Le nouveau poisson. Ce que vous allez lire m'a hanté pendant des années et je n'arrive toujours pas à dire si c'était humain ou quelque chose d'autre. Je me suis réveillé en sursaut il y a environ 1 heure, confus et désorienté, le cœur battant, les draps trempés de sueur. Une horreur, sourde et menaçante, semblait être dans la roulotte avec moi, se rapprochant pendant que je dormais, prête à frapper. La certitude de cette présence m'a laissé le goût métallique de la peur dans la bouche. J'ai attrapé la batte de baseball qui traîne sous mon lit et j'ai avancé à pas de loup dans l'obscurité étroite de la roulotte, tendant l'oreille, tentant d'entendre au-delà du hurlement du vent dehors. Et du martèlement de mon propre cœur. Évidemment, il n'y avait rien d'autre que mon poisson rouge et moi, l'homme en sueur en culotte. Le vent m'avait réveillé, ça arrive souvent en fin d'automne et au début de l'hiver. Il traverse les arbres squelettiques autour du parc à roulotte et fond sur notre petit rassemblement d'abris fragiles en grondant. Il gémit, hurle et frappe nos parois avec des poches de feuilles mortes et de poussière gelée. Après m'être assuré que je n'allais pas servir de repas à quelque chose d'indicible, je me suis recouché sur ma couche grinçante et usée et j'ai essayé de me rendormir en vain. Mon esprit a dérivé vers une nuit passée en prison, la nuit du confinement, je pensais à Mikey, à Big Rob et aux autres, tous blottis dans une cellule, les lumières éteintes et le vent glacé cognant contre les murs. Au bout d'un moment j'ai renoncé à dormir, je me suis installé devant l'ordinateur et j'ai commencé à taper. Je ne suis pas un conteur comme Mikey ou Hutch, mais je vais faire de mon mieux. Quand je suis arrivé à la pénitentiaire, ce qui m'a le plus frappé, c'était à quel point les détenus parlaient. En prison de comté, on parle moins, quand on n'est là que pour quelques mois on ne cherche pas forcément à nouer de vrais liens. Mais à la peine, c'est tout l'inverse, bruyant, malodorant, vivant. Je me rappelle très clairement le moment où notre petit groupe de nouvelles arrivées a été relâché du fish tank et conduit dans un module qui abritait 200 détenus. Le vacarme m'a submergé. Les insultes et les sifflets habituels, oui, mais surtout une vie pénitentiaire qui palpite et qui parle. Les détenus voient tout. Et ils parlent encore plus. Mon premier colocataire voulait me dominer. Ce n'était pas acceptable. Je l'ai frappé au visage, la bagarre a débordé dans le couloir du module. C'était un homme fort, mais je l'ai maîtrisé, avant que les agents n'interviennent j'avais fini au sol et on m'a mis au trou 3 semaines pour ce combat. À ma sortie, on m'a transféré dans un autre module. La rumeur avait couru, ce « fish » n'était pas vraiment nouveau, il savait se défendre. Personne ne m'a cherché des noises ce jour-là. J'avais été évalué et j'avais passé le test. Je n'étais pas un faible, je pouvais m'asseoir avec les autres. La peine, c'est un monde différent, avec des règles différentes, on ne comprend vraiment que lorsqu'on l'a vécu. J'ai pris mes repères, appels, repas, travail à la laverie, repos, musculation, repas, et ensuite la longue lutte pour remplir les heures mortes entre le dîner et l'extinction des feux. Peu d'activités, cartes, télévision, regarder le mur ou se regarder les uns les autres. Les tensions entre gangs sont omniprésentes. Certains se droguent en cachette. D'autres négocient, s'échangent des services dans l'ombre. Et il y a, bien sûr, beaucoup de paroles, familles, femmes, méfaits, histoires fières ou honteuses. Des récits à foison, assez pour remplir une bibliothèque. Mon colocataire s'appelait Mikey. Homme endurci, condamné à une longue peine, respecté et dangereux si on le contrariait. Avec son groupe, il aimait se retrouver le dimanche soir, boire un vin de contrebande et raconter des histoires. Je n'aimais pas beaucoup l'alcool bon marché, mais les récits étaient fascinants, ils nous faisaient rire, nous mettaient en colère, nous attristaient parfois, nous transportaient ailleurs. Certains détenus manient l'émotion comme un instrument, ce sont des maîtres du récit. Souvent ces histoires étaient dures, parfois terrifiantes. Il y en a une en particulier que je me rappelle mot pour mot, je peux fermer les yeux et voir Mikey et Rob Hutch chez les autres, assis dans la cellule, baignant dans la lueur rougeâtre des lampes d'urgence. Cette histoire revient souvent dans ma tête durant les heures les plus sombres de la nuit, quand le vent de novembre secoue ma vieille roulotte comme ce soir. C'était une nuit de novembre similaire quand j'ai entendu pour la première fois l'histoire. J'étais à peu près 1 an dans ma peine de 4 ans pour vol à main armée, c'était mon 2e hiver à la peine. Ce soir-là, le vent passait particulièrement mal à travers les murs et gelait nos pieds. Il y avait eu un meurtre ce jour-là, et l'établissement était en confinement, tous les modules, ainsi que l'unité de protection, étaient fermés. Big Rob Hutch, qui tenait l'oreille du quartier, savait que le confinement arrivait, nous avons eu juste le temps de nous préparer. 7 d'entre nous se sont entassés dans sa cellule avec nos couvertures, quelques provisions et ce dont on pouvait se procurer. Les couvertures étaient rares, on les partageait avec parcimonie. Mikey et Big Rob étaient sur la couche du bas. Coltrane et son garçon Rémi avaient le haut. J'étais par terre, avec Nick et Richie. Les nouveaux restaient par terre, c'était comme ça. Les anciens prenaient les lits, rien ne se disait à voix haute, on savait comment ça marchait. Big Rob, qui était aussi aide de service, avait mopedé le sol de la morgue. Il racontait ce qu'il avait vu lors de l'autopsie d'un type surnommé Stutter, un toxicomane accusé d'avoir dénoncé d'autres détenus. Il avait été retrouvé mort dans son lit, et l'autopsie révélait des lésions et une infection grave. Je vais éviter les détails, c'était l'un des examens les plus répugnants dont Big Rob m'ait parlé. L'odeur seule, disait-il, était insupportable. Nick demanda d'où cela venait, Big Rob expliqua sans entrer dans les détails crus que Stutter s'était infligé des automutilations et que cela avait conduit à une infection majeure. Quand le médecin avait ouvert, une masse infectée s'était rompue, causant une situation horrible.
Nous avons tous frissonné en l'écoutant. Même atténués, ces souvenirs nous donnaient la nausée. Mikey glissa un autre récit et la lumière fit « pop », tout devint noir. Les détenus crièrent partout dans le module. Big Rob ordonna le silence, c'était juste une coupure, mais en confinement, le moindre incident pouvait dégénérer. Les lumières d'urgence se sont allumées, rouges et sinistres. La zone avait l'air d'un film apocalyptique. On pouvait voir le gardien dans sa cabine, silhouette sombre, prêt à réagir. La tension était palpable. Si quelqu'un avait déclenché une vraie bagarre, l'équipe d'intervention n'aurait pas hésité. La plupart du bruit retomba comme une performance. Nous étions soulagés que le RT ne soit pas appelé, quand ils arrivent, ça ne rigole pas. Ils entrent casqués, armés, et ça finit souvent mal. Richie, qui avait des problèmes d'addiction, commença à s'inquiéter, si le RT venait et découvrait nos affaires, nous serions dans une situation délicate. Dans ces murs, les dépendances et les dettes mènent parfois à des choix désespérés. Les tensions raciales et territoriales sont aussi une réalité, on fait bloc par affinité, pour survivre. Richie, isolé, a fini par être agressé puis s'est donné la mort quelques semaines plus tard. C'est une fin tragique qui m'a marqué. Je m'égare peut-être, pardonnez-moi. Je ne raconte pas ces choses pour choquer gratuitement, elles font partie du décor et expliquent pourquoi l'histoire que j'ai entendue ce soir-là m'est restée encastrée dans la mémoire. Ce soir-là, dans la faible lueur rouge, Mikey dit « Allez, qui veut une histoire à la Twilight Zone ?» J'en ai une bonne. Big Rob acquiesça, et il démarra. Il s'agit d'un jeune détenu arrivé récemment, un nouveau poisson, qui a excité et inquiété tout le module par son apparence fragile et paisible. Les autres détenus se sont rapidement intéressés à lui. Par prudence, les gardiens l'avaient d'abord placé en protection, mais rapidement certains détenus, par l'entremise de trustés et d'intermédiaires, ont fait savoir qu'ils voulaient prendre soin de lui. On l'a finalement replacé dans le module, et il a été assigné à la cellule d'un détenu terrible, Holbrook, un homme connu pour être violent. Dès la première nuit, des cris furent entendus. Certains pensèrent que Holbrook avait agressé le jeune, d'autres imaginèrent que le garçon, pour une raison inconnue, avait riposté. Le matin, la rumeur courut, Holbrook était gravement blessé. On le vit plus tard transporté, recouvert de sang, son corps était dans un état affreux. Les détails variaient et la peur grandissait, comment un garçon frêle aurait-il pu infliger de telles blessures à un homme si robuste? Les hypothèses allaient bon train, certains disaient qu'il avait été aidé, d'autres soufflaient qu'il s'agissait d'un acte inexplicable. Le jeune fut ensuite isolé dans l'isolement cellulaire, surveillé constamment, et personne ne fut accusé officiellement. Certains racontèrent que le rapport du coroner parlait d'une mort par crise cardiaque pour Holbrook, d'autres ne comprirent pas pourquoi un visage et un corps pouvaient être retrouvés dans un tel état et qu'on en vienne à parler de « quelque chose d'inhabituel ». Certains allèrent jusqu'à chuchoter que le garçon avait agi comme un prédateur, que des détails de l'autopsie étaient si étranges que même le prêtre en fut bouleversé et qu'il quitta son poste peu après. D'autres prétendirent que les gardiens et autorités avaient volontairement évité d'enquêter. Puis, les racontars prirent une tournure plus étrange encore, il y eut des murmures selon lesquels le garçon n'était pas entièrement humain, que sa violence avait été d'un autre ordre. Les hommes le regardaient avec un mélange de peur et de fascination. Les récits se transforma en légende, un jeune détenu qui aurait renversé le prédateur et dont le récit était devenu un avertissement, ne sous-estimez jamais ce qui sommeille chez quelqu'un, ni les formes que la violence peut prendre. Mikey s'arrêta un instant, regardant chacun d'entre nous dans le rouge diffuse. Puis il ajouta, d'une voix plus basse, là où je l'ai vu, ce n'était pas seulement un crime, quelque chose d'autre se passait. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer simplement par la force physique. Je vous épargne les images les plus crues que j'ai entendues ce soir-là, elles ne servent qu'à provoquer le dégoût. Ce qui importe, et ce qui m'a hanté, c'est l'ambiguïté, qu'est-ce qui nous rend vraiment dangereux? La rage? Le désespoir? Ou quelque chose de plus ancien, plus primitif? La prison est un endroit où ces lignes deviennent floues, et où les rumeurs grandissent jusqu'à devenir des mythes. Quand j'ai été libéré 15 ans plus tard, j'ai emporté avec moi ce récit et le sentiment tenace d'être encore enfermé, prisonnier non seulement de ces murs mais de mes erreurs, de mon travail sans éclat, de mon divorce, de ma colère. Nous sommes tous prisonniers de quelque chose, à différents degrés. Pour moi, certaines nuits, c'est le passé. Mikey termina sa phrase par un sourire qui n'en était pas un. Maintenant, voilà où ça devient vraiment étrange.